que moi je l'ai parfait. Donc seulement avec la Vous pouvez jouer à la compagnie. Donc, en fait, vous savez bien que c'est les 30 ans de Dastum, et que, bien sûr, ça va être la fête. Vous avez vu le programme ô combien alléchant. Et avec Jacques Michneau et Yann, le président, Jacques, le directeur de Dastum, on se pose la question, quand même, il faut aussi faire un événement culturel, n'est-ce pas? Pas simplement festif, mais comme il se doit, qu'on réfléchisse un petit peu à tout ce qui se passe. Et les 30 ans, c'est peut-être le moment, l'alibi pour poser les valises et puis se demander à quoi ça sert tout ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment. Dans une première partie, on va demander à chacun des intervenants de la table ronde de se présenter très, très brièvement et surtout de dire quelle est leur relation donc, aux archives sonores. Alors, non, je m'appelle Laurent Bigot, je suis sonneur, donc je suis sonneur, je vais dire donc je suis musicien, non je suis sonneur, je suis enseignant, j'enseigne donc essentiellement le minuet et la bombarde à l'École nationale de musique de Brest. Alors mon rapport aux archives sonores, bon j'en ai produit, puisque bon, j'ai fait quand même pas mal de collectage. Moi je me sers de ces archives essentiellement pour travailler avec mes élèves sur la variation mélodique, en fait sur l'interprétation instrumentale essentiellement. Donc Cécile Goual, allez-y. Alors moi je suis directrice de Radio Broadway, je suis également présidente de la fédération Corlab, Coordination des radios locales associatives de Bretagne. Et très vite, on a été confronté au problème de l'archivage. Et puis on a fait une autre expérience que j'ai trouvée très intéressante avec Dastum Broerec. Et il s'agissait de travailler sur la diffusion de chants quotidiennement sur une période bien précise, pour que les gens apprennent ces chants et puissent être capables de les chanter en feshnoz, en répondant aux chanteurs. J'ai beaucoup collecté et je me suis des fois demandé pourquoi je collectais comme ça autant, c'est n'importe quoi. Tu passes des heures et des heures sur la route à rencontrer des gens. Tu sais absolument pas si c'est pour boire le café, le coup de gnôle, pour apprendre des chansons, C'est très très important, c'est sûr que c'est un mode d'apprentissage de la musique, qu'on dit lié aux traditions orales, etc., enfin l'imprégnation. Quand on peut être en contact quasi direct, n'est-ce pas, avec la tradition, c'est pas du tout pareil que quand on va à un cours ou à un stage, on nous remet ça sur le tapis. Parce que les personnes, beaucoup de personnes se souviennent d'une bribe de chanson, d'une autre bribe, etc. Ils peuvent nous chanter les airs, mais alors les textes en entier, souvent c'est... Enfin, ça dépend, mais ça arrive souvent que, à part les vrais chanteurs, les autres ont oublié un petit peu, mais se souviennent. Je m'ai dénoncé, je suis de Saint-Laurent. Je suis un breton de la diaspora, c'est-à-dire que, comme mon voisin du bout de la table, là, on n'est pas né en Bretagne, mais je me suis passionné très tôt pour la matière musicale en particulier. Et j'ai eu la chance à Paris de trouver des gens comme Yvon Palamour, bien connus maintenant, et un certain nombre d'autres qui m'ont effectivement branché plus sur la tradition. J'avais aussi la chance d'avoir à la maison, grâce à mon père, une bibliothèque bien fournie, et en particulier dans le domaine musical, ce qui fait que Duhamel, etc., tout ça, c'était des personnes que je connaissais très bien, donc je connaissais les travaux, je déchiffrais les travaux, etc.
Je prends juste un petit mot encore pour dire qu'effectivement, je crois que c'est nécessaire, il n'y a pas plus important que les archives sonores, il faut les critiquer, mais il n'y a pas plus important que ça parce qu'effectivement, les générations d'enfance où les chanteurs qui se produisaient étaient tenus à suivre des partitions de collecteurs du siècle dernier. Je m'appelle Yves de France, effectivement, mais je ne vais pas remonter à Marie de France, parce que là, ça serait un petit peu long. Bien, pour moi, les archives sonores ont été et restent irremplaçables comme outil de formation, puisque je suis ethnomusicologue. Eh bien, je pense qu'il faudrait aussi évoquer le fait que collecter, recueillir, constituer des archives sonores, c'est aussi un acte social, c'est pas banal. Hein. Nous sommes héritiers de toute une histoire de l'oralité, oralité que nous défendons, et une oralité qui a été mise sur papier à l'époque de la ville marquée, critiquée, remise en question. On pourrait parler longtemps de la manière dont les collecteurs ont fait leurs ouvrages, avec souvent beaucoup de bonne volonté. Je crois que c'est un outil formidable pour la construction et le réinvestissement d'identités régionales et individuelles. Du coup, Bob Halley, alors pour vous, là, on passe dans une autre perspective, plutôt utilisateur, éventuel, convaincu. Alors moi, ma relation aux archives sonores, elle est un peu le stéréotype du sonneur, du musicien qui naît dans une ville complètement coupé d'une tradition, puisque c'est à Rennes, et qui, il y a 47 ou 48 ans, découvre au travers d'abord le relationnel avec d'anciens sonneurs, mais surtout à travers des enregistrements déjà existants à l'époque, ce qu'était et ce qu'est la tradition. Donc, bonjour. Donc, moi je suis d'un petit bourg du côté de Redon, en fait plutôt à Saint-Vincent-sur-Rousse exactement, c'est vraiment l'extrême limite du département là-bas. Et donc je suis en fait collecteur. C'est vrai que j'ai été pas mal fouiné autour de 2 ou 3 cantons simplement parce que j'avais pas besoin d'aller voir plus loin parce qu'il y avait assez à faire. Bien que cela ait été peu connu, il s'avère que c'est un secteur qui a été et qui est encore très riche, il y a encore plein de choses à découvrir. Charles ne va pas me contredire, je pense. Et nous, on s'est surtout attaché à la retransmission de ce patrimoine-là. J'ai fait peu ou prou de collectage moi-même pour un tas de raisons qui seraient pas très intéressantes d'énumérer ici. Je consulte d'abord évidemment pour enrichir un répertoire, ou plus exactement je croyais que c'était d'abord pour ça, et plus le temps passe et plus je m'aperçois que c'est pas ça l'essentiel. Il y a aussi quelque chose dont parlait Laurent tout à l'heure et qui est très 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 important et qui l'est de plus en plus, qui est, tu as utilisé le mot de climat, et ce mot-là me plaît énormément. C'est vrai qu'en se plongeant dans ces archives-là, on a le sentiment de rencontrer des gens. Voilà, donc je travaille à l'École nationale de musique de Quimper. En fait, on est en milieu urbain, là, à Quimper, avec un public principalement d'adolescents et principalement de gens qui jouent dans des baguettes. On a décidé de diverses actions pour que nos élèves aient des contacts au moins un minimum avec ces enregistrements de collectage. Et aussi, dans ce sens, nous avons été très attentifs à la naissance de l'antenne d'Astum Pro-Garnet, dont le président est d'ailleurs Dominique Bouchot, qui travaille à l'école de musique, qui est professeur de harpe à l'école de musique. Donc Florence Gétro. Mais je représente une institution, et au-delà de cette institution, je crois que je suis la seule du ministère de la Culture ici, donc... Non. Nous sommes un musée de la société française, qui a eu du mal d'ailleurs à suivre l'évolution de cette société, et je crois qu'il faut le dire de but en blanc. Et donc, qui dit musée de la société va être un réservoir de témoins matériels, aussi bien de la vie quotidienne que peut-être un réservoir de choses beaucoup moins matérielles, c'est-à-dire la parole et la musique. Effectivement, je travaille à l'Astum depuis de nombreuses années maintenant. Donc, moi, mon travail se situe plutôt après la collecte, c'est-à-dire à partir du moment où les fonds sont déposés à l'Astum, comment les traiter, comment les organiser pour qu'ils soient disponibles de la façon la plus intéressante, la plus facile pour les gens qui seront amenés à les utiliser. Je crois que ça, c'est une notion qui me paraît très importante. En fait, c'est une notion à la fois de propriété de collectage, qu'on a évoquée, de propriété
des archives et puis de propriété du répertoire, savoir ce qu'on peut utiliser ou pas. Je voulais juste rendre un petit hommage, qui est l'hommage de la Fédération à Véronique Perrennou et à travers elle à Dastum, puisque vous savez, donc on a parlé d'une commission documentation qui est organisée sur le plan national, donc au sein de notre fédération. Et évidemment, Véronique a joué un rôle très très important, puisqu'elle a été un peu quand même l'initiatrice de tout ce travail sur le plan français. Et c'est vrai que c'est Dastum qui a un peu quand même servi, on va dire, d'exemple et de modèle à tout ce travail. Alors donc, un hommage, surtout Véronique, qui va peut-être quitter professionnellement ce travail, donc je crois que c'est le moment de lui rendre cet hommage. Voilà. Moi je suis responsable du CERDO, c'est ce qu'on appelle le Centre d'études de recherche et de documentation sur l'oralité. Nous, c'est pas uniquement de la chanson ou de la musique, hein. Il y a effectivement tout un pan ethnographique qu'il est nécessaire de repérer, et c'est vrai que là, ce qui était intéressant au niveau documentaire, c'est qu'on a pu travailler conjointement par le biais de la commission. On a à l'heure actuelle, à partir d'une grille d'interrogation qui n'est pas excessivement compliquée, la base en elle-même est relativement sophistiquée selon les méthodologies qu'on a développées conjointement, mais on a un accès à 3000 sons. Et les noms des gens y sont matérialisés. Ça veut dire que du coup, les familles peuvent retrouver un de leurs proches et pouvoir au moins avoir accès peut-être à quelques sons, sinon à l'existence de cette source. Moi, donc, c'est le ministère de la Culture, les services déconcentrés de l'État dans une région. En terminologie actuelle, on pourrait dire les services du ministère de la Culture d'en bas. Mais bon, et donc ma fonction n'est pas d'être collecteur ni d'être collecté, mais plutôt en fonction des époques, soit de chercher des moyens nouveaux pour accompagner le travail qui se fait autour des archives sonores, soit de justifier du bien fondé, de l'utilisation des crédits qui accompagnent ce travail-là. Alors après, bon, je suis aussi quelqu'un qui consomme beaucoup de musique et de toutes les musiques, donc je vais peut-être aller prendre un disque de musique traditionnelle ou aller chercher soit de Bretagne, soit d'ailleurs, soit extra hexagone, par rapport à un effet répertoire et chercher une esthétique. Alors on termine par quelqu'un de prestigieux qui nous a fait vraiment beaucoup de plaisir de venir à cette table ronde, donc Alain Stival. Je pense que, bien sûr, la nécessité pour un breton, tout simplement, de s'imprégner de la musique traditionnelle. On ne dira jamais assez qu'il faut aller à la tradition, et aussi, j'ai pas seulement la tradition de la musique, mais aussi de la langue bretonne. Parce qu'en fait, effectivement, mon point de vue, c'était qu'il fallait aller très vite et motiver des millions de personnes dans un temps réduit, quoi, à cette culture, à cette musique. Un point où on se trompe souvent, sur lequel on se trompe souvent, c'est, par exemple, le show business n'a jamais eu aucune initiative vis-à-vis de la musique bretonne, par exemple. Jamais. Ni dans les années 70, ni dans les années 90. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire, mais après on va en reparler. Bon, merci beaucoup, Alan. Voilà. Alors, le débat peut-être pourrait avoir lieu sur ces sujets-là dans d'autres moments. Si on pouvait se consacrer un petit peu au problème des archives sonores, alors c'est bien, vos questions ont bien rapport avec le... Alors il y avait un monsieur derrière d'abord, qui avait levé la main le premier, et puis après donc deux personnes. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans à Destum, j'ai fait du collectage, et comme toujours à Destum, on parle que de musique et de chant, et pas de langue évidemment. Et voilà, c'était en gros l'intervention que je voulais faire. Et il faut aller vite devant. Il reste encore quelques années de collectage. Donc mettez-vous à vos mini-disques, parce que maintenant c'est le mini-disque. 5 ans, 10 ans maximum. Donc essayez de vous poser des questions sur l'avenir et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer et arrêter de regarder dans le rétroviseur un petit peu. Voilà. Bon, en ce qui concerne la culture traditionnelle, je pense qu'au moment où on commence à sauvegarder, à collecter, c'est qu'il y a des choses qui se cassent la figure. Maintenant, le pourquoi en 2 mots, c'est sans doute pour retransmettre à un moment donné. Donc il y a de la diffusion, certes. Il y a des stages en tout genre, et ça je trouve ça très bien. Et
à un moment donné, si on veut retransmettre le fond, j'ai un petit peu peur pour une chose, notamment en ce qui concerne les chants en langue bretonne, c'est peut-être vrai pour le gallo aussi, c'est que d'ici, je pense, 30 ans, il y a un certain nombre de choses qui, si elles n'ont pas été transcrites ou retranscrites, d'un point de vue linguistique, on comprendra un certain nombre de choses, mais aussi des passages qui nous échapperont complètement, je pense. Moins il y aura de breton de naissance, moins on sera capable de faire ce travail de retranscription, et le risque, c'est que dans 30 ans, on arrive à avoir en fait un steak et donner une poule. C'est-à-dire qu'il y a un gros fond, on ne pourra rien y faire, on ne pourra rien en faire. J'ai l'impression effectivement que les archives là sont vues comme quelque chose encore, effectivement quelque chose qui est figé, c'est enregistré. Mais il y a encore des tas de gens qui savent des choses. On me disait pour la langue bretonne, mais ça peut être la musique, le conte, même si le conte effectivement c'est quelque chose de très dur, il y a encore des gens qui doivent avoir une quarantaine d'années qui ont entendu leurs grands-parents conter les histoires de loups et de renards. Et que justement là, si les archives peuvent servir, pour répondre un petit peu à l'angoisse de Marthe à un moment donné, c'est un miroir, c'est pas ça vraiment qui va permettre la transmission orale. Cette transmission orale, elle est très en danger parce qu'en fait, la société rurale ancienne, elle n'existe plus. Ça, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des tas de gens encore qui ont des choses. Et que celui qui veut collecter, il fait un acte politique au sens premier, quoi, un acte social dans la société, quoi. Quelle stratégie on a fait? Au point de départ, les anciens, quand on allait les voir, ils nous disaient mais ça n'intéresse plus personne, les gors, mais qu'est-ce que vous venez chercher là? Et quand on a fait passer les gens dans les journaux et à la télé, ils ont dit ce qu'on fait, c'est peut-être intéressant puisqu'on en cause dans le journal. Et voilà, et je crois qu'on a peut-être à faire cette stratégie-là pour les archives. Si la culture bretonne doit vivre, c'est nous qui devons la faire vivre. On est tous bien conscients de ça. Et c'est à nous de faire vivre la culture, à nous en étant actifs sur le terrain. Je sais qu'il y en a beaucoup là, je critique personne, mais je voulais faire une remarque plus générale. Il ne faut pas non plus, les archives seront vivantes si on fait vivre la culture, nous sur le terrain, chacun dans nos pays. Et puis voilà, et puis sur le collectage, je veux dire que le collectage, faut aussi le continuer dans le réel. Hein. Moi j'ai commencé à monter des réunions de chant dans le pays de la Venne. Tout le monde m'a dit, dans le pays de la Venne c'est pas la peine, il n'y a rien. Mais il y a des gens, et à partir des gens, il y aura un répertoire. C'est peut-être pas celui que je cherche, c'est peut-être pas celui qui intéresse un tel ou un tel, mais je ne vais pas partir avec une idée fixe que je veux un répertoire. Il y a des gens d'abord, et c'est avec ces gens-là qu'on peut faire quelque chose. Nous, on a tous eu un déclic devant un chanteur, un musicien qui nous a fait avancer. Je crois que là, Dastum a une grosse réflexion à mener de valorisation. Et peut-être aussi que Dastum connaît aussi tous les gens encore vivants, tous les relais qu'elle met en relation, qu'elle organise une valorisation de son fonds. Et moi, voilà, je pense que ça va être l'enjeu des prochains 30 ans. Et je pense qu'on a un effort à faire, de trouver des moyens pour revulgariser ça, de façon à ce que les gens se réapproprient. Et c'est le travail de modernisation du chant, et le problème, évidemment encore lié au problème de la langue bretonne, le problème de réassimiler sa propre culture. Le chant, par lui-même, a son intérêt en lui-même, mais il faudrait peut-être le replacer dans tout le contexte dans lequel il a été chanté. Par exemple, quand on interroge une personne, une bigoudaine, où est-ce que vous avez appris cette chanson-là? Là, on peut se dire ce qu'est ta chanson. Futur, à l'usine, quoi. Donc en mettant les sardines en boîte, etc. Un autre va faire en cultivant, donc en coupant le foin, etc. Donc c'est aussi intéressant de savoir dans quel contexte de vie la chanson a été chantée et apprise, et à quelle génération, etc., que de savoir le contenu proprement dit de la chanson, les détails musicaux, etc. Donc, on est des associations plus ou moins importantes, mais on est des associations quand même, et qu'on est confronté à des problèmes de société. Et que ces problèmes de société ne peuvent trouver de réponse que par vraiment une prise de conscience au niveau décisionnel, au niveau des décisions importantes. Autrement, c'est une course contre la montre. Les associations, celles que je connais en Bretagne en tout cas, ont été amenées à intervenir comme des palliatifs à des carences de l'État. Il faut dire les choses clairement. Il y a eu des choses extrêmement importantes en Bretagne qui ont été faites. Je pense qu'on ne serait pas ici en train de discuter s'il n'y avait pas eu des gens comme Paulique Monjaret, comme Albert Trévédic, etc.,
qui ont relancé des choses, qui ont donné par exemple à la danse, via les festoonos, sa place dans le monde moderne. S'il n'y a pas tout de suite, très vite, des décisions importantes qui sont prises, eh bien, on peut dire que les décideurs actuels seront les fossoyeurs de la culture. Et derrière la culture, il y a tout ce que ça veut dire en termes de relations sociales. On va parler de problèmes d'intégration, même chose. Alors on va inventer des monsieur ceci, des monsieur cela, des monsieur banlieue et des monsieur je sais pas quoi. En fait, il y a simplement à prendre en compte ce que tu disais toi, c'est-à-dire le respect du droit des gens à la parole, du droit des gens à exprimer leur culture. Et ça, si on n'a pas trouvé des réponses, qu'elles soient légales, institutionnelles, enfin au niveau de mise en place de chartes culturelles et autres, si on n'a pas trouvé des réponses à ça dans les années qui viennent, le résultat sera évident, ça me semble clair. C'est Pierrick qui disait, si vous aviez plus de 40 consultants par jour, vous seriez perdu. Aucun problème. Je veux dire, il y a des bibliothèques municipales qui sont là, il y a plein de moyens de faire consulter. C'est pas ça du tout la question. La question, c'est la prise de conscience et la mise en application du droit aux gens de disposer de leur culture. À votre avis, à quelle époque sommes-nous? Pour voir ces images, elles datent de quand? Le charme que peuvent avoir des images, l'impact des images par rapport à un public, par rapport à une rencontre, c'est avant tout quelque chose qui est un itinéraire affectif, nostalgique. Ces images baignent un petit peu ce que l'on voit à la télé des plus belles choses de la Bretagne, avec ses plus belles traditions, ses laveuses, ces cartes postales un petit peu sorties d'un peu de tout. Alors c'est un peu notre quotidien à la Cinémathèque, mais ce n'est pas ça. Réellement, notre vrai quotidien, c'est ce que vous verrez un petit peu plus tard. C'est à la fois d'avoir rencontré des images du patrimoine comme celle-là, qui nous appartiennent par chance. Je vous remercie de votre attention, et puis je crois qu'il y a... Et rendez-vous à la nouvelle, non. Un nouvel outil qu'on est en train de mettre en place, qui est presque fini. C'est un outil sur Internet. Donc ça s'appelle le panorama de la musique bretonne et du patrimoine oral. Et c'est un voyage un petit peu dans la musique bretonne, dans le patrimoine oral. Alors je dois vous dire quand même deux choses. C'est que ce panorama n'est pas encore en ligne. Il sera mis sur Internet à la fin de l'année, sans doute. Le fils du roi s'est endormi là-haut sur ces montagnes. Le fils du roi s'est endormi là-haut sur ces montagnes. Mais il n'a pas toujours dormi, il a fait une ville. Mais il n'a pas toujours dormi, il a fait une ville. Donc là, un fameux Béac, interprété par Maurice Defeuille. Et donc en fait, voilà, on va se balader dans les différentes danses en les écoutant petit à petit. On va écouter une autre à l'accordéon. C'est qui permet donc ça nous donne un peu un avant-goût comme ça de tout un tas d'expressions différentes de la création musicale en Bretagne maintenant. Possibilité de découvrir aussi les pratiques instrumentales par le biais géographique, comme par exemple donc pour chacun des instruments. La clarinette, également découvrir pour chacun des instruments le jeu, le répertoire et les musiciens qui ont été particulièrement significatifs pour cet instrument. Bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On peut revenir à la page d'accueil. Qui se respecte, c'est aussi un espace pour parler d'un bilan, pour évoquer l'avenir et aussi remercier tous ceux qui ont aidé tout au long du parcours de 30 années de Dastum, ont aidé au travail dont vous venez de voir quelques résultats. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, chers amis,
Matt Donald, je suis très heureux que nous soyons là ce soir à Pontivy. Les équipes locales des bénévoles, le personnel permanent d'Astum, son conseil d'administration et moi-même sommes particulièrement heureux de fêter avec vous tous, ici à Pontivy, le 30e anniversaire de la création de notre association. Qui pouvait imaginer, au début des années 70, que les jeunes gens qui partageaient généreusement les fruits de leur collectage allaient ainsi créer une association qui deviendrait si précieuse pour la conservation et la transmission du patrimoine oral breton. Car à l'époque, beaucoup ne donnaient pas très cher de l'avenir des cultures populaires d'ici ou d'ailleurs. Et peut-être surtout d'ici, puisque trop proche pour certains en quête d'exotisme. Bien évidemment, 30 ans plus tard, l'affluence au festival l'été en Bretagne, les rassemblements de vieux gréments, le succès des festounos, le renom international de certains chanteurs ou musiciens bretons nous donnent à croire que le combat est gagné. Hélas, le succès évident de certaines démarches ne doit pas nous faire oublier qu'il reste beaucoup à faire pour que, d'une part, soient collectées et étudiées les pratiques populaires dans toutes sortes de domaines, et d'autre part, pour que soient largement rediffusés ces savoirs ancestraux qui constituent le véritable fond identitaire des peuples. L'honneur de la France serait sans doute de protéger encore davantage cette diversité culturelle qu'elle a tant et tant combattue par le passé, avant qu'il ne soit trop tard, car il y a urgence. Ce qui ne sera pas fait pour l'embellissement des jardins à la française aujourd'hui pourra l'être demain. Cela n'est pas vrai pour les cultures bretonnes, occitanes, basques ou corses. Demain, qui chantera la guerze? Qui comptera en breton? Et surtout, qui sera là pour entendre et recueillir cette parole? Dans l'avenir, l'Astum, tout en poursuivant ses buts premiers sur le terrain du collectage, devra encore innover en multipliant ses modes de diffusion. La création de notre site internet en est un des moyens, ces moyens qui visent non seulement à une plus grande efficacité d'information, mais également à toucher d'autres publics. Les partenariats avec les institutions culturelles et des associations de même famille d'esprit que l'Astum devraient aussi se multiplier afin de créer des réseaux de compétences fiables et performants. Il m'arrive aussi de rêver à un lieu unique consacré à la musique, à l'architecture terrestre et navale, à la langue bretonne, à l'histoire, etc. J'arrête ici cette réflexion et vous propose de rendre maintenant hommage à ceux qui ont eu l'heureuse initiative de créer l'association d'Astum. Il m'est bien sûr impossible de les citer tous ici, c'est pourquoi, en compagnie des présidents des antennes d'Astum et des pôles associés ici présents, je voudrais les mettre à l'honneur au travers des fondateurs de 1972, à qui je demande de monter auprès de nous. Et je vous invite, sans plus attendre, de nous rejoindre à l'extérieur de cette salle pour voir ensemble le pot de l'amitié. Merci, bravo.
Reste o fiores da decedi En intrant cagadio a l'are Scregon a vins na pavigné Scregon a vins na pavigné Et Christ tremaille na malon Et mon bon souffrant na mon néron Et mon bon souffrant na mon néron Drindet zantel agadora Bien no mandret favora Redieras dericitant Ar malheur intrusant Otros amper me au suppli A huie guer hasvari Redieras agananza De halus scrivant ar bapa Iwidricitant ar malheur Ariedin paros pleuveur, quand pemzig den zo ban, oui de mis hervrar tremine. Bonjour. Dastum est heureux de vous accueillir et vous propose dans cette grande salle un programme de deux créations, ou presque créations, puisqu'elles ont toutes deux été déjà présentées ici ou là. Pour commencer, toutes sans messe, et la deuxième partie sera une création d'un ensemble de musiciens autour de trois chanteurs du Pays Gallo, Roland Brou, Mathieu Hamon, Charles Quimbert, et là aussi ce sera un événement, puisque c'est encore relativement rare de voir des événements musicaux aussi importants à partir du patrimoine oral du Pays Gallo. En bas, sans presse, à